Dans cet épisode, on vous laisse questionner sur la condition des travailleuses et des travailleurs du nucléaire, qui sont trop souvent oubliés dans les luttes contre cette industrie. Mais on voulait aussi montrer en quoi leur situation elle est caractéristique de la folie de l'idéologie nucléariste et plus largement de l'idéologie dominante dans les sociétés industrielles. Alors pour alimenter notre réflexion sur ce sujet, on est allé discuter avec Gilles Reynaud. Gilles, il est salarié de l'industrie nucléaire depuis maintenant 33 ans. Il est aussi président de l'association Ma Zone Contrôlée et militant syndicaliste au sein de la fédération Sud Énergie. Parler avec lui, avoir entendu des anecdotes sur comment ça se passe réellement à l'intérieur d'un site comme celui du Tricastin, où il travaille actuellement, ça nous a vraiment confirmé le fait que l'industrie nucléaire, c'est un danger, tant pour l'humanité que pour le vivant en général. Ça nous a confirmé aussi que cette industrie, elle est comme les autres, elle n'échappe à aucune règle du capitalisme et sa guerre économique, malgré son caractère, disons, explosif. Ça nous a aussi confirmé l'impasse que constitue le nucléaire pour la construction des sociétés humaines libres. Et enfin, ça nous a confirmé l'irrationalité totale de cette idéologie qui anime les nucléaristes. Au cours de cette discussion, on a pu aborder plein de sujets. On a parlé de la condition des salariés sous-traitants du nucléaire, qui constituent quand même 80% des employés de la filiale. On a parlé de la précarité organisée, du chantage à l'emploi et à la prime pour leur faire accepter des conditions de travail désastreuses et des travaux dangereux. On a parlé des maladies du nucléaire, souvent dues à l'exposition aux radiations et aux produits chimiques, mais aussi de comment les industriels se déresponsabilisent totalement face à ces maladies et accidents du travail, en laissant des personnes déjà précaires sur le carreau et avec des maladies incurables en guise de cadeau de départ. On a pu évoquer la question des normes de sécurité, tout ce qui est les taux, les seuils, etc. et qui sont évidemment élaborés et mis en place par et pour les exploitants et qui visent principalement à réduire leurs responsabilités en cas d'accident plutôt qu'à protéger qui que ce soit. On a discuté aussi de la difficulté de lutter lorsqu'on est employé du nucléaire et comment, alors qu'elle nous tue à petit feu, cette industrie nous fait vivre. Bref, on a pu parler de plein de choses et on vous propose maintenant d'écouter quelques extraits commentés de cet entretien. On va d'abord écouter Gilles sur les conditions de travail et les maladies et accidents liés au travail sur les sites de la filière nucléaire. Alors, dans la mesure où nous réalisons aujourd'hui plus de 80% des activités sur l'ensemble du parc, j'insiste, nous faisons beaucoup de choses que les exploitants ne font plus. Et donc, nous sommes exposés aux risques classiques, je dirais, d'accidentologie, chute de plein pied, chute de hauteur, risque électrique, risque mécanique. À cela vient se greffer nos expositions professionnelles qui sont, on va dire, bien propres au nucléaire, la radioactivité, l'amiante, les produits chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. Et toutes ces choses-là, aujourd'hui, ne sont pas prises en considération, je dirais, malheureusement, pour une reconnaissance de la pénibilité. Donc les accidents du travail, oui, il y en a tous les jours qui se réalisent, malheureusement. Ce qu'il arrive aussi, malheureusement, tous les jours, c'est que les entreprises font un chantage à ces salariés qui sont déjà victimes d'un accident du travail en leur disant on ne va pas le déclarer parce que ça nous pénaliserait économiquement par rapport à la sécurité sociale. Donc on va te laisser chez toi, éventuellement on va te payer et puis quand tu iras mieux tu reviendras et tu reprendras ton travail. Voire aujourd'hui ils proposent énormément de postes aménagés. C'est-à-dire qu'on a on ne va pas déclarer l'accident du travail, toujours le même principe, on ne déclare pas ça à la sécurité sociale. Et donc, bien sûr, les chiffres ne peuvent être que faussés quand on fait des statistiques, un bilan sur l'accidentologie dans une filière comme celle-ci. Ils n'ont pas ces données-là. Et donc, on va dire aux salariés, bon, écoute, tu t'es cassé le bras, tu as le poignet qui est dans le plâtre, c'est pas grave. On va te faire venir à l'agence, il y a un taxi qui viendra te chercher, et puis à l'agence, tu feras des photocopies, tu rangeras quelques documents, et au moins comme ça, on te maintient dans l'emploi. Donc c'est très pervers cette situation, parce que derrière, malheureusement, il arrive aussi que nos copains, des fois, acceptent, nos collègues acceptent le deal qui est fait par l'employeur, parce qu'il y a un chantage, on fait bien comprendre aux gens
Si on déclare l'accident, tu te rends compte, hein, tu pénalises l'entreprise, et voire même des fois, dans certaines entreprises, il y a des primes par rapport à la sécurité. Si on déclare trop d'accidents du travail, ben, la prime elle diminue et donc ça impacte tout le monde, quoi. Il y a les dommages collatéraux. Et donc là, ben, les collègues, ils acceptent ça des fois, mais des fois, quelques mois après, ils ont des séquelles de cet accident. Et dans la mesure où celui-ci n'a pas été déclaré officiellement, je dirais, à la sécurité sociale, c'est difficile de dire notre collègue aujourd'hui il a un problème de santé qui est lié à un accident du travail qui n'a pas été déclaré. Donc voilà, moi j'ai eu l'occasion de le dire au sein de la commission d'enquête parlementaire en expliquant qu'aujourd'hui les patrons étaient organisés pour frauder la sécurité sociale, pour minimiser les accidents du travail, minimiser l'impact de toutes ces expositions professionnelles pour ne pas déclarer de maladies professionnelles. Parce que derrière, c'est quand même eux qui sont responsables et c'est eux qui devraient payer, je dirais, éventuellement les réparations à ces personnes et pas la sécurité sociale qui, je crois, a assez de choses à s'occuper. Voilà. Alors les maladies du nucléaire aujourd'hui, elles apparaissent donc dans le tableau numéro 6 de la caisse d'assurance maladie. Donc il y en a 13 qui sont répertoriées. Donc sachez que aussi, il y a, par décret, c'est Hervé Morin, donc ancien ministre des Armées, sous le gouvernement Sarkozy, qui a fait reconnaître des cancers pour les personnes qui ont été victimes d'essais nucléaires militaires. Donc dans le Sahara, on a fait des essais militaires, dans les îles aussi, et donc on a aujourd'hui malheureusement des populations qui sont contaminées et qui ont des pathologies de cancer de la vessie, cancer du cerveau, et donc on reconnaît ces types de pathologies pour les personnes victimes d'essais militaires, et pour les travailleurs du nucléaire par contre ça n'apparaît pas. Donc là aussi, on aimerait, nous, au sein de l'association, et nous militons pour ça, que ces deux tableaux soient croisés, que l'on rajoute ces cancers qui sont reconnus pour les victimes des essais militaires, parce qu'aujourd'hui, on a autour de nous, moi j'ai déjà des collègues qui sont décédés, relativement jeunes, alors que bon, ils ont travaillé dans le nucléaire, ils ont pris de la dose, comme on dit, ils ont été certainement exposés à de l'amiante, à des produits cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. J'ai des collègues qui souffrent de cancer du cerveau, cancer de la vessie, des testicules. Et tout ça, aujourd'hui, ce n'est pas reconnu par la sécurité sociale. Et donc, notre objectif est d'attirer l'attention sur ces cas, mais pour qu'il y ait une justice, quoi. Enfin, voilà, qu'il y ait quelque chose qui soit fait à leur attention, quoi. Par rapport aux dangers auxquels vous êtes exposés, est-ce qu'il y a des normes de taux de radiation que vous pouvez prendre ou non quand vous travaillez là-bas? Comment c'est organisé? Alors il y a une réglementation qui est faite pour les travailleurs donc, du nucléaire, on appelle ça DATR, directement affectés à travailler sous rayonnement. Donc il y a deux catégories de travailleurs. Une catégorie qu'on va appeler, qui s'appelle A, donc c'est une catégorie qui, elle, la réglementation oblige à ne pas dépasser une dose annuelle sur 12 mois glissants de 20 millisieverts à l'année. 20 milli à l'année. Et puis une autre catégorie, la deuxième, la catégorie B, où elle c'est 6 millisieverts à l'année, donc quasiment 3 fois moins. La catégorie A, c'est beaucoup de copains, copines qui travaillent sur les installations d'EDF, parce que c'est là où il y a beaucoup plus d'irradiation. Et la catégorie B, ce sont des intervenantes qui travaillent sur les installations de Orano et du CEA, où il y a un risque d'irradiation moins important, mais par contre un risque de contamination interne très très important, quoi. Voilà. Donc il y a deux populations et là aussi on fait attention à intervenir bien évidemment avec nos appareils de mesure à chaque fois, notre dosimètre actif, notre dosimètre passif, et puis en fonction des analyses qui sont faites quand on développe ces films, on connaît exactement la dose qu'a pu prendre le travailleur sur le mois, sur le trimestre pour les catégories B. Et ça permet de faire un suivi, je dirais, d'exposition pour ne pas dépasser ces 6 millisieverts pour les catégories B ou 20 millisieverts pour les catégories A.
Et comment ils arrivent à justifier le fait que certains travailleurs et travailleuses puissent ne prendre que 6 et pas plus, et que d'autres puissent prendre 20? Alors, comment s'expliquer que certains puissent se prendre une plus forte dose? Le danger, il est expliqué comment? Le danger, en fait, sur EDF, donc, le risque majeur, c'est l'irradiation. C'est les rayonnements, comme le soleil, on va dire, qui rayonne et qui va traverser les organismes. Et donc sur EDF, ce risque est prépondérant, il y est en permanence, à partir du moment où on rentre en zone contrôlée. Et donc c'est là où on estime qu'il y a le plus de chances, si vous voulez, de prendre de la dose. Par contre, sur les autres installations de Orano et du CEA, l'irradiation, il y en a, elle est beaucoup moins importante, je dirais, en termes d'énergie, mais surtout sur Orano et le CEA, et qu'il ne faut pas négliger, c'est le risque de contamination interne. La contamination interne, c'est, je dirais, pour nous, le travailleur du nucléaire, l'accident majeur en termes de personnel, en termes de santé, parce que on a ingéré des particules radioactives qui vont se fixer en fonction du radioélément sur un de nos organes, et puis il va émettre de l'énergie autour de l'endroit où il se sera fixé, et inévitablement, il va occasionner des dégâts à nos tissus, à notre ADN, et derrière occasionner probablement, là aussi, très souvent des pathologies, de cancer, des choses comme ça. Donc sur EDF, l'irradiation, une fois qu'elle a traversé le corps, bien évidemment, ce n'est pas anodin. Elle a aussi altéré l'ADN, les tissus. Et donc voilà, il faut que, là aussi, les travailleurs et les travailleuses, on ait bien ça à l'esprit. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, le fait d'être exposé à l'amiante, d'être exposé à des produits chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques, de faire des métiers qui sont pénibles. Quand on fait du démantèlement, on utilise de l'outillage vibrant, des choses comme ça. On est très souvent aussi dans des tenues de protection qui sont, pas des plus confortables, qui vont nous protéger, certes, d'un risque, mais donc il y a de la pénibilité dans les métiers que nous pouvons faire, que ce soit à EDF, à Orano et au CEA. Et là aussi, on estime qu'il y a une injustice, parce que quand on voit les projets qu'il y a en cours de réforme de retraite, de faire travailler jusqu'à 64 ans, je peux vous assurer une chose, c'est qu'il va y avoir beaucoup de morts au sein des installations nucléaires, parce que voilà, on n'arrivera pas à cet âge-là, quoi. Et du coup, EDF et Orano, ils mettent quoi comme mesures en place pour limiter les risques pour les travailleurs et les travailleuses du nucléaire? Alors, pour limiter les risques, qu'est-ce que les exploitants mettent en place? Alors, on fait des PDP, des plans de prévention, c'est-à-dire qu'on va analyser l'activité qui va être réalisée par les intervenants et intervenantes. On va identifier l'environnement de travail dans lequel ils vont être et tous les risques auxquels ils risquent d'être exposés. S'il y a un risque électrique, s'il y a un risque d'amiante, s'il y a un risque radiologique. Et tout ça, on va le prendre en compte et on va mettre des parades en face, entre parenthèses. C'est-à-dire qu'on va équiper les gens de protection. S'il y a un risque électrique, déjà on va leur faire une formation par rapport à ce risque, les sensibiliser au risque électrique. Si ce ne sont pas des électriciens, ils n'ont pas à mettre leurs doigts dans des coffrets électriques, voilà, ils laissent ça à des spécialistes. S'il y a un risque radiologique, parce que nous c'est un peu notre on va dire, risque principal, s'il y a un risque d'irradiation, on va essayer de faire en sorte que les gens travaillent le moins longtemps possible pour limiter la dose qui sera prise. S'il y a un risque de contamination, on va faire porter des surtenues, donc un appareil de protection des voies respiratoires, donc des masques, pas les masques Covid par exemple, mais des masques avec cartouche filtrante, voire des surtenues où on est avec une adduction d'air respirable pour permettre à la personne d'être dans une combinaison qui va être gonflée un petit peu genre bimendum là, et puis ils vont pouvoir intervenir. Après, on a un suivi médical aussi un peu plus renforcé, malgré les réformes qu'il y a eu aussi dernièrement de la case du Code du travail. Les travailleurs de catégorie A, ils ont une visite médicale donc tous les ans, les salariés qui prennent 20 millisieverts. Et pour les personnels de catégorie B, donc 6 millisieverts, nous aujourd'hui, la visite médicale est tous les 2 ans. Donc ça aussi, c'est un scandale, parce que aujourd'hui, on dirait que nos services de médecine du travail préfèrent, entre parenthèses, déceler une maladie au lieu de la prévenir. Nous, on voudrait faire de la prévention, une vraie prévention, c'est-à-dire revenir à une visite médicale tous les ans pour les catégories B, au lieu de 2 ans,
et revenir à une visite médicale tous les 6 mois pour les catégories A, pour déceler éventuellement des anomalies, des pathologies, pour les soigner à temps. Aujourd'hui, on n'est pas dans cette stratégie, malheureusement. Les services de santé au travail, un petit peu à l'image de pas mal de nos services hospitaliers, voilà, on est en manque de ressources, de personnel qualifié pour faire cette surveillance. Et là aussi, il y a des choses à faire, quoi. Alors, au niveau des formations aussi, les exploitants nucléaires ont mis en place des formations obligatoires pour pouvoir intervenir sur leurs installations. Donc on va être sensibilisé au risque de la radioactivité. Il faut qu'on ait des bases par rapport à ce risque. Donc en fonction des niveaux de formation, après on peut avoir des responsabilités aussi en termes d'organisation du travail. Par exemple être chef d'équipe, voilà, des choses comme ça. Donc ça oui, il faut que tout travailleur du nucléaire est obligé de passer par ces formations obligatoires. On a des formations obligatoires bien évidemment pour conduire tout ce qui va être les engins à disposition de manutention. Donc tous ces risques de chute, tous ces trucs-là, on va être sensibilisé, formé et notre employeur va nous habiliter. Là ça devient un petit peu pervers parce qu'actuellement il y a des discussions avec les organisations syndicales et puis le patronat concernant la santé au travail. Et aujourd'hui, les employeurs estiment que dans la mesure où ils ont fait une formation aux travailleurs sur un risque, derrière, ils se dédouanent de leurs responsabilités. Donc quand un employeur va habiliter un salarié à intervenir dans un milieu hostile, on va dire avec de l'amiante par exemple, le collègue, certes, il aura fait une formation par rapport à ce risque, donc il devra bien s'en imprégner, je dirais, et se protéger quand il va devoir intervenir. Si malheureusement, au moment de son intervention, il venait à lui arriver un événement qui viendrait à le contaminer avec de l'amiante, par exemple, l'employeur pourrait toujours dire « mais tu étais formé, tu connaissais les risques ». Donc aujourd'hui, il y a ces discussions qui sont en cours entre le patronat. On voit bien qu'eux, ils sont organisés, à l'inverse de nous, les travailleurs. Les patrons et les organisations syndicales discutent de cette possibilité pour dédouaner l'employeur de ses responsabilités pour la suite, quoi. Si il venait à y avoir des complications, parce que nous, nos expositions, là aussi, elles sont diluées dans le temps. Aujourd'hui, on n'est pas malade, mais dans 10 ans, dans 15 ans, malheureusement, rien ne nous prouve que les petites doses qu'on a pu prendre ou les petites expositions à des produits chimiques ne vont pas avoir de conséquences sur notre organisme. Et là, il sera peut-être compliqué, difficile pour un salarié à dire « mais attendez, j'ai travaillé à tel endroit, de telle période à telle période, pour tel employeur, je faisais ça ». Si les patrons et puis si les organisations syndicales actent comme quoi le fait d'avoir été formé, sensibilisé à un risque, ça dédouane les patrons. Alors il y a aussi, oui, prescription, au bout de 2 ans, 3 ans, voilà, on ne peut plus revenir en arrière. Donc nous, c'est injuste parce que les pathologies se développent, nous, dans le temps, quoi. 10, 15 ans après, c'est comme les victimes de l'amiante. C'est un copier-coller de leur situation. Alors prendre de la dose, on l'aura compris, c'est un peu le lot quotidien des employés sous-traitants sur les sites. Donc comme nous l'explique Gilles, les salariés ils sont en permanence en contact avec des produits néfastes. Donc selon les autorités compétentes, les doses, les taux, les temps d'exposition, les seuils et toutes ces autres nuisances plus ou moins mesurables, elles seraient parfaitement mesurées, contrôlées et maîtrisées. Alors on pourrait se dire que la meilleure chose à faire, ce serait d'évaluer les risques, de faire évoluer les normes en fonction, de revoir les seuils, de se battre pour plus de sécurité, pour une reconnaissance de tel ou tel effet ou de telle exposition à des rayons, pour la mise en place de compensations, etc., etc. Mais finalement, est-ce qu'il existe vraiment une dose acceptable lorsqu'on parle de contamination ? Sommes-nous vraiment prêts à sacrifier des vies, puisque c'est bien ce dont on parle là tout de suite, lorsqu'on dit par exemple le risque de cancer est plus ou moins de tant de pourcents pour tel taux d'exposition. On accepte que donc tant de pourcentage d'humains soient sacrifiés pour le bon fonctionnement de l'industrie. Et si on l'accepte, au nom de quoi ? Est-ce qu'on n'est pas en train d'améliorer les conditions d'existence d'une activité qui en fait nous condamne ?
Et alors là, je pense qu'on touche du doigt l'une des multiples façons dont le nucléaire il se fait comme une loupe des logiques du capitalisme industriel. Comment il met en évidence ces absurdités. C'est-à-dire qu'on est plongé dans un système où tout est évalué selon la valeur marchande. Donc où toute action, toute décision, elle sera prise selon une évaluation coût-bénéfice, donc coût-bénéfice économique évidemment, au détriment de toute autre forme de jugement ou toute autre forme de raisonnement. Et selon nous, c'est précisément ce rapport au réel-là qui va créer une situation catastrophique comme celle qu'on connaît avec le nucléaire, mais aussi des prises de décision qui sont à la fois complètement absurdes et délirantes si on se place du côté de la raison, mais à la fois totalement logiques et même normales si on prend le point de vue utilitariste et finalement réaliste par rapport à la société dans laquelle on vit. Et donc ça donne des raisonnements comme me contaminer, dégrader mon ADN, ouais ok pas de problème, mais à quel prix, pour quel salaire? Ou encore, on ne peut pas mettre fin à l'industrie nucléaire parce que ça détruirait des emplois. Et à côté de ça, on a toujours cette même logique qui va s'appliquer directement sur ce qu'on peut désigner selon les termes de l'idéologie capitaliste, comme la gestion des stocks humains, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a évalué les risques du travail, on va chercher à faire ce travail par la main-d'œuvre la moins chère possible. Alors certes, selon les rêves les plus fous des transhumanistes et autres technolates, ce sont les robots bon marché qui feront ça à leur place, mais pour l'instant, c'est bel et bien des travailleurs et des travailleuses précaires, donc concrètement en fait les gens qui coûtent le moins cher à tuer. Et cette logique en fait elle est vraiment jusqu'au boutiste, parce que comme Gilles le racontait hors caméra, depuis des années sur les sites nucléaires, on fait travailler des gens que Gilles désigne comme des travailleurs rapportés. Donc ce sont des gens qui viennent principalement d'Europe de l'Est et en fait ils savent pas lire le français, ils savent pas parler français. Donc ils peuvent pas lire les panneaux d'indication qui signalent des dangers ou des démarches à suivre, etc. Et tout ça simplement pour un argument économique et parce que en fait ces gens ils coûtent moins cher à faire travailler. Et donc il faut bien se rendre compte qu'on est prêt à mettre en danger déjà ces gens, mais aussi les gens en dehors des centrales pour un simple argument économique. Alors on continue maintenant avec un extrait où Gilles va un peu plus développer sur justement cette prédominance des impératifs économiques qui est au cœur d'une part de la condition précaire des salariés du nucléaire, mais aussi du coup d'autre part de la cause de la qualité médiocre en fait des installations et donc du danger toujours plus menaçant que représentent les centrales nucléaires chez nous. Alors pour les salariés sous-traitants de la filière nucléaire, donc je rappellerai juste qu'elle donnait 2 chiffres. On est plus de 160 000 aujourd'hui à travailler sur l'ensemble du parc nucléaire. Quand je parle du parc nucléaire, c'est EDF, Orano et le CEA. Donc ça fait énormément de monde. Et aujourd'hui, notre difficulté est que nous sommes mis en permanence en concurrence avec les autres entreprises sous-traitantes. Et cette situation, c'est, on va dire, du dumping social. Et on organise une précarité vis-à-vis des travailleurs et des travailleuses. Et tout ça, ça dégrade les conditions d'intervention. Et quand on dégrade les conditions d'intervention, on altère aussi le niveau de sécurité, de sûreté des installations qui concerne tout le monde, nous, puisque nous sommes en première ligne, mais aussi à un moment donné les populations avoisinantes et voire plus loin, quoi. Donc la sous-traitance aujourd'hui, ça représente plus de 80% des activités sur le parc. Donc aujourd'hui, une des rares choses que nous ne faisons pas, c'est la conduite des réacteurs sur EDF par exemple, ou la conduite d'installation côté Orano, de production d'uranium, d'enrichissement d'uranium. Là, ce sont des salariés du donneur d'ordre qui exploitent, je dirais, qui pilotent, mais tout le reste des activités, que ce soit du gardiennage, de la radioprotection, de la logistique, du nettoyage, de la maintenance, l'informatique, tout ça est sous-traité à des entreprises privées qui sont là pour faire prendre la part du gâteau, je dirais, mais très souvent le font au mépris un petit peu des travailleurs qu'elles utilisent, quoi. Alors je vais vous donner là aussi 2-3 éléments. En fait, il n'y a pas de convention collective spécifique qui reconnaisse les travailleurs du nucléaire. Il n'y a que les salariés statutaires,
donc d'EDF, d'Orano ou du CEA, qui ont une garantie sociale collective qui est de bon niveau. Pour toutes les entreprises privées, sous-traitantes, ce sont des conventions collectives qui, pour la plupart du temps, ne concernent pas de nos métiers. Je vais prendre l'exemple du site de Gravelines. Gravelines, donc c'est le plus gros site de France, puisqu'il y a 6 tranches, même d'Europe. Et donc on a des collègues qui travaillent là-bas pour la société Daher. Donc Daher, c'est une entreprise qui travaille principalement dans l'aéronautique et dans le transport. Donc aujourd'hui, eux, ils ont pris une part de marché de logistique nucléaire sur le site de Gravelines et ils appliquent la convention collective du transport à nos collègues. Le transport, vous en conviendrez, le transport, ce sont des camions. C'est des choses qui sont sur la route ou sur la voie ferrée, c'est du transport. Sur un site nucléaire, il y a du transport, certes, mais les métiers que font nos collègues sur le site de Gravelines, comme la radioprotection, comme tout ce qui est l'assainissement et la gestion des déchets, ça n'a rien à voir avec le transport. Donc cette convention, elle est mise en place tout simplement parce que c'est une des moins disantes socialement. Et le donneur d'ordre, quand il fait un appel d'offres et qu'il doit sélectionner l'entreprise, il ne va pas regarder la qualité, la technique que va mener l'entreprise, son savoir-faire, son expertise, il va regarder le coût du travail. Et ce coût du travail, ben oui, ça se répercute directement sur des salariés, hommes ou femmes, qui vont intervenir. Et tout ça, aujourd'hui, ça occasionne des risques psychosociaux, des accidents du travail, des non-qualités de maintenance, enfin, tout un tas de problèmes liés à ce facteur humain qui est pour moi déterminant aujourd'hui pour la suite de l'exploitation du parc, quoi. Exactement, c'est aujourd'hui le constat depuis plus de 20 ans, 30 ans même, allez, on va être un peu plus large. Depuis 30 ans, voilà, qu'on a décidé de faire appel à des entreprises privées, elles sont là pour faire du fric, tout simplement, quoi. Et donc aujourd'hui, l'objectif premier, c'est la rentabilité. Donc si sur une intervention, on avait envisagé ou on a facturé sur un devis, sur une commande, 4 intervenants, si on n'en met que 2 ou 3, voilà, on a déjà gagné sur un intervenant en termes de coût salarial. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est cette tendance qui est en place, que je dénonce fermement, parce que ce dumping occasionne, comme dans toute industrie, du dumping et du low cost, quoi. Aujourd'hui, le mot est, je crois, assez fort de comprendre que le nucléaire, aujourd'hui, est devenu low cost, dans la mesure où c'est la course à la rentabilité et qu'on ne prend pas le temps, on ne met pas les moyens là où on devrait les mettre pour optimiser, pour faire en sorte que nous, salariés, on soit protégés et puis surtout les populations, quoi. Surtout les populations. Alors c'est vrai que pour les travailleurs du nucléaire, entendre des fois, on va arrêter le nucléaire, les gens voient vite rouge parce qu'ils se disent mais mon emploi, qu'est-ce que je vais devenir ? Alors avec Gilles, on a pu évoquer cette contradiction, presque une schizophrénie en fait, dans laquelle peut nous plonger ce combat contre l'industrie nucléaire. C'est-à-dire que d'un côté, on l'a dit, on a cette industrie qui est mortifère, qui est totalitaire et qu'on va chercher à démanteler. Et de l'autre, on a une industrie, comme on l'a dit aussi, qui crée de l'emploi, qui crée de l'économie et qui donc fait vivre des gens. Et qui est aussi essentielle à notre mode de vie, à nous, les personnes qui ne travaillent pas dans le nucléaire, ce qui est essentiel au mode de vie tout électrique et dont nous sommes finalement tous et toutes dépendants. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Par quel bout est-ce qu'on attaque et comment est-ce qu'on met à terre ce monstre qui nous nourrit ? Donc là aussi, je pense qu'on doit être capable de pouvoir planifier tout ça. On ne va pas appuyer ce soir, ni dans les mois qui viennent, voire dans les années qui viennent, là, sur un bouton et arrêter tout le parc nucléaire, nos 56 réacteurs qui fonctionnent actuellement. Ce n'est pas possible. Donc par contre, on peut réfléchir, là aussi, collectivement, avec tout le monde, les parties prenantes, sur qu'est-ce qu'on fait et comment on s'y prend. Voilà, déjà, on donne une perspective, on va dire, une alternative aux travailleurs. Et parce que si on décide aussi par la suite, là, je pense que ça méritera des discussions, là, le démantèlement. Il faut bien que l'on ait à l'esprit, je dirais, le volume de déchets que cela va occasionner. Le volume.
Et donc, si on démantèle, qu'est-ce qu'on fait de ces volumes de déchets? Où c'est qu'on les stocke? On en fait quoi? Ou est-ce que on sécurise les installations et puis le démantèlement, on fait que le strict minimum pour éliminer le plus gros du risque radiologique. Parce que voilà, les parcs de déchets de l'Andra arrivent à saturation. On veut enfouir des déchets à de très longue vie à Bure. Voilà, on voit là aussi ce qui se passe là-bas. Voilà, j'estime que là aussi, on devrait pouvoir débattre démocratiquement de ces sujets qui nous concernent tous et toutes, et que ce ne soient pas des décisions qui arrivent pyramidales là, de Paris par des experts, entre parenthèses, qui vont décider pour nous. Non, moi j'aimerais que voilà, notre société de demain soit beaucoup plus participative, constructive, voilà, un peu à l'image de ce qu'avaient fait un peu les Gilets jaunes, quoi, demander des référendums d'initiative citoyenne, de poser des questions aux riverains, aux gens qui sont concernés sur leur territoire, leur avis. Voilà. Et aux travailleurs, évidemment. Donc en fait, dans cet extrait, Gilles nous rappelle à juste titre qu'une des revendications premières en ce qui concerne la gestion des catastrophes, ce serait en fait d'avoir un système plus démocratique, plus participatif, que les gens, et en particulier les plus concernés, soient consultés et écoutés. C'est une revendication qu'on partage, c'est un horizon libertaire qui nous parle et dont il nous semble fondamental aujourd'hui de commencer à fonder les bases. Et pour ça, en fait, la critique et l'analyse du présent, mais aussi de l'histoire, elle est importante si on veut comprendre les mécanismes divers qui nous ont enfermés dans cette folie nucléaire. Et pour ça, il nous semble important quand même de rappeler que le nucléaire, il s'est imposé au monde de façon complètement totalitaire, en écrasant toutes les contestations à son encontre. D'ailleurs, il y aura sûrement des podcasts qui entreront plus précisément dans cette historique de la façon dont le nucléaire s'est imposé. On veut aussi rappeler que la chaîne de production d'énergie nucléaire, donc de l'extraction des minerais radioactifs jusqu'à la distribution de l'énergie, elle ne sera jamais éthique, jamais écologique et encore moins démocratique. Et si l'on refuse la fission atomique, au-delà du désastre écologique et humain qu'elle engendre, c'est aussi pour sa nature totalitaire. Et c'est aussi parce que c'est une source d'énergie qui ne peut pas être produite et distribuée de manière démocratique, c'est une énergie qui nous rend dépendants d'une certaine forme d'organisation de la société, et on peut la qualifier de technocratique. Elle nous rend dépendants des experts, des scientifiques, des ingénieurs, mais aussi de tout un système économique, une mondialisation, qui permettent sa mise en place et son fonctionnement. Donc en fait, concrètement, l'industrie nucléaire, elle n'est pas imaginable sans la société technocapitaliste sauvage qui l'a enfantée. Donc si on reprend la loupe qu'on utilisait tout à l'heure, mais cette fois-ci pour prendre du recul. Si cette industrie, elle était par essence ce qu'on vient de décrire donc, alors qu'en est-il de l'industrie en général? Le regard qu'on porte en fait sur l'industrie nucléaire, est-ce qu'on ne peut pas aussi l'appliquer à l'ensemble des industries de l'énergie, en particulier de l'électricité? En fait, le photovoltaïque, l'éolien et toutes ces autres formes de production d'électricité, elles rencontrent inévitablement ce même problème. C'est-à-dire qu'elles sont toutes des solutions de transformation de l'existant, elles permettent aux industriels de l'énergie de garder le pouvoir de production et de la distribution de l'énergie. Elles permettent aussi au système de se reproduire en intégrant la critique qui lui est faite. En fait, l'autogestion d'une production industrielle d'électricité, c'est une chimère. Et l'histoire, elle nous rappelle qu'en matière de choix pris par les industriels, les possibilités de gestion commune, elles ont toujours été très sévèrement réprimées ou étouffées. Et c'est pour ça qu'on pense que la critique du nucléaire, finalement, elle doit s'accompagner d'une critique de l'industrialisme dans sa globalité, en fait, de toute la société industrielle. En particulier, dans notre cas, donc, en ce qui concerne la production industrielle d'énergie. Sinon, on risque, en fait, le discours antinucléaire risque d'être récupéré et dupé par les idéologies et les gens même qu'elle combat, ce qui en fait est actuellement le cas. Donc la critique du nucléaire, c'est aussi une émancipation de la société industrielle dans sa globalité, une recherche de liberté qui passe par l'autonomie en général, mais donc, dans notre cas, l'autonomie énergétique. On vous laisse donc, pour terminer cet épisode, sur un questionnement. Quels moyens pouvons-nous mettre en place et comment lutter, sans oublier les salariés de l'industrie nucléaire, pour une sortie du système énergétique actuel, donc qu'il soit fossile, nucléaire ou soi-disant vert, et comment on fait pour mener un combat qui prend en compte la diversité des réalités vécues par les prisonniers et les prisonnières de la folie nucléariste.